Et si on parlait sport avec Xavier Dalmont, il s'agit de 3e mi-temps et c'est sur France Bleu Périgord. Bonsoir Xavier. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Depuis qu'il est directeur sportif, sa parole est devenue plus rare, du moins dans les médias, car sinon l'homme parle toujours avec passion. Claude Bergeot est notre invité ce soir, le directeur sportif du Boulazac Basket Dordogne va nous dire ce qu'il retient de ce début de saison, au niveau de l'équipe pro bien sûr, mais pas seulement. Avec vous, nous allons essayer de mieux comprendre le travail d'un directeur sportif au sein d'un club comme Boulazac. Un entretien qui en fait tombe à pic, 3 jours après un succès important obtenu à Antibes et à quelques jours de la réception des Metropolitans de Levallois. Dans ce studio, Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest et Jessica Fiscal de la Dordogne Libre. Émission réalisée jusqu'à 18h45 par Éric Génaud. 3e mi-temps sur France Bleu Périgord. Xavier Dalmont. Bonsoir Claude Bergeot. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ? Ça va bien en cette période faste en termes de résultats. On va dire, les voyants sont au vert. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de venir à la radio quand on sort d'un week-end comme ça où effectivement, pour reprendre un peu plus le sérieux, c'était important de mettre derrière nous, à longue distance, une équipe qui va matcher pour le maintien à la fin de la saison, avec bien sûr 4 autres équipes qui sont aujourd'hui en difficulté, Cholet, Fos-sur-Mer. On aura vraisemblablement ces équipes en réception après, puisqu'on va aller à Cholet début janvier. Et si on faisait une perf à Cholet, on serait près de l'objectif initial de début de saison, bien sûr. Oui, qui est le maintien. Qui est le maintien. Restons sur les fondamentaux, parce que c'est vrai que l'appétit vient en mangeant, mais il ne faut pas occulter l'objectif de départ. Il ne faut pas oublier qui nous sommes, d'où nous venons, où nous voulons aller, certes, mais restons modestes toutefois. Alors avant de parler du BBD, on va essayer de revenir sur quelques résultats sportifs de cette fin de semaine. Commençons par les filles, si vous le voulez bien. Les filles de l'équipe de France qui ont battu les Russes hier en finale des championnats d'Europe de handball. Vous avez vu le match, Claude, ou pas, non ? Une partie, oui, deuxième mi-temps. Formidable. Ouais. C'est exceptionnel, on va dire, mais le hand nous a tellement habitués à ça qu'on se dit que c'est presque normal que le handball féminin gagne. Elles sont championnes du monde, elles sont championnes d'Europe, et elles ont écarté les Russes qui nous avaient fait tant de misère aux Jeux Olympiques. Bon, vous avez vu le match, Jessica, un mot sur... Oui, j'ai vu le match tout en travaillant, puisque hier j'étais à la rédaction, donc je ziotais un peu. Non, c'est magnifique pour elles. On a vu le score un petit peu serré en première mi-temps, et elles ont commencé à prendre 2 buts d'écart, 3 buts d'écart, et c'est vrai qu'à 40 secondes de la fin, à 24-21, on sent que c'est bon, quoi. Donc c'est génial. C'est génial. Alors parmi les résultats marquants de cette fin de semaine, bien sûr, il y a du rugby. L'équipe de Bergerac jouait un match avancé en Fédéral 1. Et puis la grosse surprise, c'est que l'USB est allé gagner à Nantes. Donc ça, c'est tout bonus pour l'Union sportive bergeracoise. Bien sûr, en Fédéral 2, Périgueux s'est imposé à Tulle. Donc c'est bien, le CAP reste sur sa vitesse de croisière. Et puis il y a aussi du football. Avec en National 2, nous sommes à quelques jours du derby entre Bergerac et Trélissac qui aura lieu, ce derby, vendredi soir à 19h au stade de Caen. Alors Bergerac, cette fin de semaine, se déplacer à Mont-de-Marsan, va gagner à l'extérieur. On a l'impression que Bergerac retrouve un nouveau souffle avec cette qualification en Coupe de France, cette première victoire en championnat à l'extérieur. Et dans le même temps, Trélissac piétine et laisse des points à la maison face à 7. Et Trélissac qui se retrouve en position de relégable. Que pensez-vous de cette nouvelle journée de National 2 à quelques jours du derby, Raphaël Dubourg ? C'est un peu illisible, je trouve, parce qu'on ne sait pas trop... J'ai vu Trélissac jouer plusieurs fois, c'est assez faible dans le jeu quand même. Donc ça peut être inquiétant pour le TFC, le BPFC pareil qui arrive enfin à gagner, mais est-ce qu'ils vont arriver à enchaîner ? C'est toujours compliqué cette saison pour Bergerac d'arriver à... Oui, mais ils sortent de gros matchs quand même. Il y a cette qualification en Coupe de France face à un club de National 3, certes, mais enfin c'était à l'extérieur. Bon pour le moral. Ils vont gagner à Mont-de-Marsan, ils reçoivent Trélissac, ils sont qualifiés pour les 32e. Psychologiquement, ça fait du bien. Alors attention, parce que Trélissac est souvent allé gagner à Bergerac ces dernières saisons. C'est vrai. Donc oui, le derby a de la valeur cette année. Ça va être très intéressant, surtout avant la trêve. Voir un peu comment ça se comporte. Puis Bergerac, il faudra faire attention à la coupe. Parce que s'ils se qualifient contre Niort au mois de janvier, il ne faudrait pas que ça leur prenne trop de jus pour les échéances du championnat. Et ce sera plus important. 6 janvier, c'est ça, le samedi 5. Le samedi 5, à 15h. À 15h. Au stade Gaston Simonet, entre Bergerac et les Chamois Niortais, club de Ligue 2. Je ne vous questionne pas, Claude Bergeot, sur le football, c'est pas votre tasse de thé. J'ai compris. Je le regarde, mais vous savez pourquoi ? C'est plus ma tasse de thé, parce que je n'ai trop consommé. J'étais un gros consommateur de football.
Je suis un enfant des Verts. Et aujourd'hui, je suis usé par ce sport. Je suis usé, tout simplement, donc je le regarde plus. Et usé pourquoi ? Usé parce que je pense qu'il y a des événements qui, tout au long de ma jeunesse, m'ont un petit peu choqué. La façon dont le football fonctionnait, sur ses valeurs, quoi. Toujours pareil. Hein. À l'inverse, j'ai beaucoup regardé du rugby. Je regarde encore du rugby. Là aussi, il y a quelques petits pétiotes, comme on dit chez moi, c'est-à-dire dans les rouages sous-terrain. Hein, le terrain, c'est une chose, mais ce qu'il y a derrière, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Alors, je veux pas dire que je n'accepte pas le changement de jeu notamment, ou le changement des hommes, mais le rugby, j'y suis toujours accroché, le football, je ne peux plus. Alors, quand l'équipe nationale joue, je suis vraiment attiré par l'équipe nationale, par le travail que fait spécialement Didier Deschamps, à la fois dans son management, dans son recrutement, dans ce que sont les joueurs de l'équipe de France de football aujourd'hui. C'est splendide, la façon dont ils se comportent, la façon dont ils jouent. Mais sur l'ensemble du football, je suis pas un accro. On va parler du Boulazac Basket Dordogne jusqu'à 18h45 avec vous, Claude Bergeau. Merci encore une fois d'être avec nous. Et vous restez dans ce studio tranquillement. On se retrouve juste après ça. France Bleu Périgord. France Bleu. Le lundi, c'est 3e mi-temps sur France Bleu Périgord. Et Claude Bergeau, le directeur sportif du Boulazac Basket Dordogne, est notre invité. Il répond ce soir aux questions de Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest et Jessica Fiscal de la Dordogne Libre. Alors, le match à Antibes, on l'a évoqué très rapidement avec vous, Claude Bergeau, au début de cette émission. Mais de façon plus générale, quand on s'arrête là ce soir, on constate que Boulazac compte 7 victoires pour 6 défaites. Très franchement, vous imaginiez un tel début de championnat ? Non, je ne le crois pas, et ce serait vraiment très prétentieux de penser qu'avec l'équipe que nous avions composée, nous avions l'ambition de tutoyer la Leaders Cup. Non, je ne le crois vraiment pas. Par contre, on a vu très rapidement qu'il y avait une équipe très engagée, avec une grosse valeur athlétique, avec une implication dans la volonté de défendre collectivement. On a vu que, je ne sais pas si nous ne sommes pas la 3e ou 4e défense du championnat, au moins en termes de points encaissés. Je ne sais pas sur le pourcentage exactement, je regarde les statistiques beaucoup moins, mais au dernier bilan, nous étions 3e défense, ce qui veut dire qu'on peut voyager avec une défense solide. On l'a encore vu samedi soir, dans le 4e quart-temps, au moment où il faut dresser les barbelés, tout le monde est là. Donc les premiers matchs ont quand même montré, même si Monaco arrive affaibli, même si Nanterre est en train de se chercher, on a vu tout de suite qu'il y avait du répondant. Ouais. Voilà. Alors, ça n'est pas faire injure à ceux qui nous ont quittés à l'intersaison, parce que c'était quand même les mêmes qui avaient participé à la montée 2 ans avant, mais nous avons une équipe cette année beaucoup plus solide, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus physique, et une équipe qui automatiquement, avec de la volonté, peut rendre vraiment l'appareil au moins à la moitié des équipes du championnat. Raphaël Dubourg, Sud-Ouest. Du coup, ça valide votre travail cet été avec Thomas Andrieux, qui a été fait un petit peu dans l'urgence aussi, puisque le club a été repêché. Alors, donc vous avez bien travaillé dans l'urgence. Non, pas tant que ça, finalement, parce que 2 choses. La première, c'est que nous avons su, effectivement, le 24 juin, que nous étions maintenus. Nous avions travaillé avec Thomas en amont pour aller placer quelques billes sur certains joueurs. Et il se trouve que certains joueurs ont accepté de s'engager avec nous, avec bien sûr des conditions suspensives, à savoir, si nous étions en Jeep Elite, j'allais dire la Pro, allez, on peut nous le pardonner encore quelques mois. On peut. La condition suspensive, elle était vraiment liée à ça. Et quand eux se sont engagés, on s'est précipité avec Thomas. Vite. Puis on s'est aperçu qu'avant le 20 juillet aujourd'hui, il n'est pas possible de recruter. Pourquoi ? Le gros marché européen est fait après la Ligue d'été, les Ligues d'été qui ont lieu aux États-Unis et qui finissent le 21 juillet. Jusque-là, les gros joueurs ne sont pas placés. Donc, réaction en domino, quand nous faisons partie, nous, à Boulazac, le marché français, le 4e marché, mais nous sommes 2e marché sur le marché français. Donc, nous arrivons en 5e position. En réalité, recruter fin juillet, c'est recruter malin. Et on s'est aperçu, avec le recrutement de Nicolas Dejean, que recruter fin août, c'est recruter malin aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se précipiter. Alors on nous dit, vous êtes compliqué, ça va jamais, vous trouvez jamais le joueur idéal. Et finalement, le choix de prendre Nicolas Dejean, c'était le choix d'un Américain. Et le recrutement malin, c'est Thomas Andrieux aussi.
Alors, évidemment, mais qui est la résultante d'un processus. Est-ce que vous êtes étonné, pardon de vous couper Claude Bergeau, est-ce que vous êtes étonné par le comportement de Thomas Andrieux depuis le début de la saison? Il est complètement dans son costume, il a l'air bien. Moi, personnellement, il n'y a aucune prétention à dire que je ne le suis pas, puisque, évidemment, dans le projet qui nous était confié de la part donc de la direction du club, Monsieur Ozou et Laurent Serre, c'était le nom du coach. Si moi, je décidais donc de prendre cette responsabilité de direction sportive. Mais à aucun moment, je ne pouvais imaginer quelqu'un d'autre que Thomas. Parce que lorsqu'on prend une continuité comme ça, il faut connaître la personne qui va vous remplacer. Parce que c'était quelqu'un qui me remplaçait. Et il fallait que je collabore avec lui. Qui mieux que Thomas, qui connaît la maison, qui connaît le basket de haut niveau, qui a une méthode, une méthodologie, parce qu'il a eu pas mal d'entraîneurs. Moi, je n'avais aucun doute sur sa connaissance du basket, puisque l'année dernière, nous passions nos jours et nos nuits, puisque nous étions ensemble en déplacement, à parler du basket de haut niveau. Donc, je n'avais aucun doute. Après, la réussite, c'est autre chose. La réussite, vous savez, il y a cette part de chance, il y a la part du recrutement, mais c'est quelqu'un qui est fait pour ça. Alors, je vais passer la parole à Jessica Fiscal, mais on parle de Thomas Andrieux, on peut ajouter Jean-Sébastien Chardon, Audelot, le préparateur physique, Antoine Seguin, le kiné. Il y a un staff très proche, très complémentaire. Oui, c'est ça. C'est la volonté déjà il y a 2 ans de prendre un kiné permanent. Donc Antoine, cette année, capitalise une première année d'expérience. Il est dans sa 2e année, donc on est évidemment plus performant. La volonté de prendre un préparateur physique à temps plein, parce que nous étions vraiment très contents du travail que faisait Pierre Sagot. Sauf que Pierre ne pouvait pas se partager. Quand on passe dans la Jeep Elite et qu'il faut faire de l'élite, on ne pouvait pas avoir quelqu'un juste quelques demi-journées. Et là, nous avons quelqu'un qui est à temps plein, y compris en déplacement. Bon, tout ça, quand on rajoute tout ça, ça crée la performance, c'est sûr. Et nous sommes encore dans la volonté de développer. Nous avons des idées, il faudra qu'on les concrétise très rapidement. On va y venir dans quelques instants. Jessica Fiscal, d'Ordonne Libre. Alors, pour me focaliser sur votre rôle de directeur sportif, justement, donc on sait que vous avez contribué donc au recrutement de l'équipe, mais à quoi correspond la vie d'un directeur sportif au quotidien, au sein d'une équipe de basket, comme Boulazac? Alors, juste un petit aparté. Il faut que les choses soient bien claires. La personne qui choisit les joueurs, c'est Thomas Andrieux. C'est-à-dire que lorsque nous avons cet été échangé à minima 15 à 20 coups de téléphone par jour, chaque fois que moi je faisais des propositions, c'était des propositions qui avaient été passées au tamis de certains joueurs, avec des indices, avec des réseaux que l'on a sur les Italiens, sur les Espagnols, sur les Turcs, sur les Grecs, et même au Japon, avec Luka Pavicevic, pour ne pas le nommer, qui est un ami de longue date avec qui nous avons échangé sur un joueur. Donc ça, c'est un réseau que l'on établit pour prendre des informations sur le joueur. Mais à aucun moment, je ne décide du choix définitif du joueur. Vous avez contribué, vous dites pas votre mot final, mais c'est Thomas qui dit le mot final. Mais j'apporte mon opinion sur un joueur en tant que joueur et en tant que complémentarité dans l'équipe que nous sommes en train de poser, sans aucun moment essayer d'avoir une influence. Parce que l'influence fait que le coach peut se dire « Ouais, mais Claude, il a 30 ans d'expérience, peut-être qu'il a raison. » Il faut pas. Moi, je dis, l'inconvénient de ce joueur, c'est ça. L'avantage de ce joueur, c'est ça. Et quand Thomas, il a tous les éléments, avec son ressenti, sa connaissance, son passé et son expérience, il choisit en dernier ressort son joueur. Les choses sont claires là-dessus. Vous étiez du déplacement, vous faites tous les déplacements d'ailleurs depuis le début du championnat, et je vous observais vendredi soir à Antibes. À un moment donné, je vous ai vu, je crois que sur une décision arbitrale, vous vous êtes levé, vous avez bougé plus que d'habitude, et je me suis dit, est-ce que ça lui manque pas ? Alors, je pense que l'entraînement m'a toujours manqué, il me manquera toujours jusqu'au dernier jour. Je suis un éducateur, j'aime enseigner, j'aime entraîner, vraiment entraîner dans le développement des joueurs, le perfectionnement d'une équipe. Donc ça manquera toujours. Après, je me suis vraiment fondu dans mon nouveau rôle, parce que mon nouveau rôle, en réalité, pour vous répondre, Jessica, c'est mettre toutes les conditions pour que l'équipe et le staff
puissent réussir dans leur tâche d'entraînement au quotidien, que les joueurs soient aussi dans des bonnes conditions. Donc je fais souvent une coordination avec les autres parties du club, parce que c'est pas le directeur sportif qui organise toute la vie des joueurs. Il y a aussi toute la partie, la face cachée de l'iceberg. Hein. Il y a beaucoup de gens au club qui travaillent. Et donc essayer de coordonner tout ça. Normalement dans ma tâche il y a une mission que j'ai pas pu commencer encore, c'est la partie scouting, parce que je dois aussi prendre mon poste. Il y a des choses qu'il faut partager avec d'autres parties du club, et pour l'instant j'ai pas pu m'y plonger complètement. Il y a un débriefing de saison, puisqu'on a dans notre scouting on a vu plus de 150 joueurs dans l'intersaison. Dans cette partie-là, il faut la bilanter. C'est-à-dire, il faut faire un petit peu l'écrémage entre ce qui a été bon, qu'on n'a pas pu faire à un moment donné, pas pour des raisons financières forcément, pour des raisons de complémentarité avec l'équipe. Donc le retenir, et ceux pour lesquels nous avons eu de mauvaises informations, ceux-là on élimine, puisque lorsque ça reviendra, on dira tout de suite, non, ça ne nous intéresse pas, on ne perdra pas de temps à recommencer le scouting que nous avons fait cet été. On a l'impression que le club bouge, je dirais même qu'il se structure. Vous voilà directeur sportif, Claude Bergeaud. Jacques Ozou est aujourd'hui président d'un conseil de surveillance. Ouais. Laurent Serre est président du directoire. Est-ce que le club est en train de bouger? Est-ce qu'on peut dire qu'il se structure? Est-ce que c'est votre avis? Alors, le club était structuré. Le club, il était structuré pour une Pro B. Il a fait un aller-retour en première division il y a 7 ans. Il y est revenu il y a 2 ans. Et donc, des besoins sont apparus. Là-dessus, bien évidemment, l'accident de Jacques Ozou, qui lui a montré tout de suite qu'il fallait préparer. Et à la différence de certains qui pratiquent la politique de la terre brûlée après moi le déluge, Jacques Ozou a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a préparé une suite. Et l'arrivée de Laurent Serre, ça s'est pas fait comme ça, en 48 heures, en 1 mois, en 2 mois. Laurent Serre est quand même rentré au conseil d'administration depuis de longues années, et Jacques Ozou a préparé une suite différente, parce qu'il a, en fin de compte, créé des fondamentaux sur des valeurs de club, des fondamentaux sur de la structuration. Et aujourd'hui, il y a une autre façon de fonctionner. Pour ne rien vous cacher, nous sortons d'une journée séminaire avec aujourd'hui, oui, l'ensemble des salariés, de la billetterie à l'administration, au commercial, à la communication, au marketing, le sportif que je représentais. Thomas était là, Sébastien Chardon était là aussi, et nous avons parlé de stratégie. Et les stratégies, comme dans les entreprises, ça s'organise avec des spécialistes. Il y avait un consultant aujourd'hui qui a managé l'ensemble du club. Donc c'est effectivement une structuration qui doit correspondre au niveau de Pro A pour pérenniser ce club sur la Jeep Elite. Et il ressort quoi de cette journée ? Il ressort que nous avons entamé une belle communication jusque-là, qu'il va falloir l'accroître, que chaque pôle, qu'il soit la direction administrative et financière, représentée par Marie Rousier, la direction commerciale, marketing et communication, Pierre Bonneau, et moi-même sur la direction sportive, nous devons présenter au directoire les projets de développement que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons effectivement clarifié tous ces projets de développement qu'il va falloir affiner pour que le directoire puisse valider ou invalider ce que nous avons comme sous la semelle pour pouvoir avancer. Raphaël Dubourg, Sud-Ouest. Quelle est la durée de votre contrat de directeur sportif ? Il s'arrête au mois de juin. Et avec le directoire, effectivement, il va y avoir une discussion qui va s'entamer pour savoir, parce que là j'étais en CDD, et donc après il faut normalement passer sur un CDI, mais ce ne sont que des mots que l'on met, parce que vous savez qu'aujourd'hui un CDI, il est vite rompu, avec les nouvelles dispositions Macron, on peut rompre un CDI très rapidement. En tout cas, si je m'engage, ce sera pas m'engager pour 1 année maintenant, ce sera un minimum pour 2 ans, voire, et c'est la volonté du club, avoir une vision à 4 ans. Alors c'est vrai que tout marche avec les résultats, mais il faudrait arriver à pas qu'avec les résultats, parce que vous pouvez avoir le plus beau projet, si on ne gagne pas les matchs, évidemment, tout s'effondre. Sauf que nous sentons des potentialités, et on le voit avec le public. Moi j'ai été à la fois, quand je vais parler de traumatisé positivement l'année dernière. Rendez-vous compte que sur le dernier match, je l'avais expliqué sur cette antenne, il y avait une salle presque pleine qui est venue féliciter et fêter les joueurs pour la descente. Imaginez
sur quel territoire on peut faire ça. Mais en Dordogne, ça s'est passé l'année dernière, et j'en ai encore des frissons quand je vous parle. Les gens, quand on a fait ce tour de terrain, vous félicitent. Mais je dis, pourquoi madame? Mais c'est une année formidable qui se conclut par une descente. Donc cette potentialité-là, elle donne espoir à ce que, quel que soit, si on monte un peu dans la hiérarchie de la JP Elite, si on redégringole, dans la JP Elite, j'entends, parce qu'on n'imagine pas des objectifs autres que le maintien, hein, ben on sait qu'on est solide quand même. Est-ce que l'avenir de Boulazac, c'est définitivement, entre guillemets, en JP Elite? C'est vrai que le fossé financier se creuse, sauf que le projet, bien sûr, hein, du club, c'est de croître au niveau de notre budget, d'arriver à un budget beaucoup plus important que celui qui est Aujourd'hui, c'est 3 500 000 euros. Oui, qui rentre 3,5 et 3,7. Ouais. Voilà. Le maxi pour Boulazac, c'est 5 millions. Oui, je pense que avec 5 millions, nous saurions faire beaucoup mieux que ceux qui avaient 6 et qui redescendront à 5. Parce que les contraintes financières qu'il y a dans les clubs qui sont à 6-7 millions et qui ensuite doivent redescendre, ils ont des impératifs financiers qu'ils ne peuvent pas balayer d'un coup de main. Alors que nous, en allant avec cet esprit d'économie, cet esprit de faire attention, cher à mon maître qui était à l'époque Giroud, qui fait attention, vous l'avez bien vu, je fais attention à tout, dans les déplacements, eh ben, nous amènera peut-être à savoir mieux utiliser l'argent que ceux qui seront impactés par une baisse de budget. Jessica Fiscal. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Boulazac Basket Dordogne est un peu une nouvelle donne, par rapport à l'année dernière? Je parle autant sportif que structuration. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, le Boulazac Basket Dordogne est une équipe qui a sa place du coup dans ce championnat avec tous les éléments qui la composent? Oui, alors faisons parler plutôt les observateurs extérieurs. Hein. J'en veux pour preuve encore Vincent Collet qui disait, au vu de ce qu'il a ressenti après le match, à la fois sur le terrain, à la fois dans l'environnement, il dit ce serait vraiment bête que vous n'y restiez pas à demeure. Voilà. C'est vrai qu'on a aujourd'hui l'impression que nos fondamentaux sont solides. Par contre, il faut monter avec les strates. Cette année, bien sûr, est importante. Celle qui va suivre va être encore plus importante, puisqu'il y aura 3 descentes. La JP Elite passant dans 2 saisons à 16 clubs. Et ensuite, il y aura une forme de compétition qui n'a pas été encore décidée, puisque je suis dans cette commission à Paris, pour savoir les montées et les descentes. Pourquoi pas ne faire une montée, une descente? Ça veut dire l'esprit franchise pratiquement. À ce moment-là, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour se maintenir. Ou une montée, une descente, plus un barragiste. Ou 2-2. On ne sait pas encore ce qui se passera. Mais cette année, l'année prochaine, sont des années décisives. Est-ce que vous avez le sentiment, Claude Bergeau, à Paris, dans le milieu du basket français, que le nom de Boulazac intéresse? En tout cas, il interpelle. Parce que nous ne sommes plus... c'est où Boulazac? Déjà. On a beaucoup... Parce que le Périgord est mis en avant sur les maillots, par exemple? Je pense qu'il y a ça. Et puis surtout, quand on parle du BBD, le curieux va savoir ce que signifie le BBD, donc Boulazac Basket Dordogne. Et on nous rapproche bien sûr aussi au Périgord, à Périgueux. Mais cette identité de Boulazac, où elle est intéressante, c'est qu'elle interpelle. Si on parlait de Périgueux, ben, tout le monde sait où est Périgueux. Boulazac, on ne sait pas. Et je crois que le particularisme est intéressant parce qu'il interpelle. Raphaël Dubourg. Est-ce que Boulazac, justement, ne doit pas essayer de rayonner un peu plus, peut-être vers la Charente, vers un peu Bordeaux? Il n'y a pas de club, les JSA que vous connaissez bien. Oui. Est-ce que c'est pas un marché, entre guillemets, que Boulazac doit investir? Je pense qu'il est déjà. Hein, vous savez que le commercial chez nous, ils vont beaucoup plus large. Aujourd'hui, ils vont chercher beaucoup plus large. Par contre, pour le partenaire, il faut un attrait de retour sur l'investissement. Le partenaire qui est à Bordeaux, il faut qu'il puisse avoir une connexion commerciale locale. Et il n'est pas si facile d'aller draguer quelqu'un de la banlieue de Bordeaux pour lui dire, ben voilà, venez investir à Boulazac, si lui-même n'a que le loisir de venir voir une rencontre. Mais en termes de basket, justement, ça a été évoqué sur la réunion d'aujourd'hui, c'est vrai que pour aller voir du haut niveau de basket quand on est à Bordeaux, ben, il est évident que pour tous les clubs, c'est à Boulazac que ça se passe. Et nous avons quand même pas mal de Bordelais. Vous savez que nous avons aussi des Limougeaux. Les Limougeaux, lorsque leur équipe est en déplacement, le Limougeau vient
à Boulazac pour voir du haut niveau. Aujourd'hui, quel est votre interlocuteur? Est-ce que c'est Jacques Ozot ou Laurent Serre ou les deux? Ce sont les deux. Ce sont les deux parce que Jacques Ozot est un passionné. Faut pas oublier que c'est cette personne-là qui a amené ce club-là avec... Évidemment, comme toujours, on voit toutes les critiques possibles, sauf que moi, je viens de l'extérieur. Quand je mesure le trajet fait, c'est inouï. Et il n'a pas été fait, certes, il s'est entouré, comme les grands, toujours la capacité à s'entourer des bonnes personnes, des gens efficaces dans l'environnement d'un club professionnel, qui n'est pas si simple à gérer. Donc, Monsieur Ozou, nous voyons toutes les semaines. Laurent Serre, bien sûr, c'est l'exécutif. C'est au jour le jour que l'on communique avec Laurent Serre. Jessica Fiscal. J'aimerais aborder un petit peu le sportif. Vous parliez de Leaders Cup tout à l'heure. Vous disiez que l'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y rêve un petit peu à cette Leaders Cup? On rappelle peut-être pour ceux qui sont avec nous ce qu'est la Leaders Cup. Oui. À l'issue des matchs allés... Non, mais c'est une bonne occasion, Jessica. À l'issue des matchs allés, on arrête le classement et du 1er au 8e, tout le monde se retrouve à la Leaders Cup au mois de février pour quart, demi et finale. Voilà, je fais ça rapidement. C'est ça, Euro Disney. Donc il y a le premier... il y a un tirage au sort qui va se faire pour redisputer une mini-compétition qui donne accès à une Coupe d'Europe. À une Coupe d'Europe, et alors... La philosophie de l'équipe dictée par Thomas Andrieux, le coach, c'est match après match, pour ne pas avoir cette idée de se dire il reste 4 matchs, si le Valois. Déjà, le Valois. Nous verrons ce qui se passe après le Valois. Et mathématiquement, c'est sûr que nous sommes en position, même si un résultat ne nous a pas arrangé hier, c'est la victoire après prolongation de l'Élan Béarnais contre Le Mans. Si Le Mans avait gagné, comme on n'a pas le goal average sur eux, déjà, on passait 7e. Nous étions 7e hier soir, puisque nous avons sur Gravelines et l'Élan Béarnais, nous sommes à égalité de victoire et de défaite. Nous aurions été à égalité. Et voilà. Donc, je pense qu'avec 3 sur 4 sur les derniers, oui, mais ce ne sont pas des choses qu'il faut dire aux joueurs. Parce que... il reste encore 3 matchs, on est d'accord. Comment ? Il reste 3 matchs avant la fin des matchs allés. Le Valois... 4 matchs. Alors, le Valois, Limoges, Cholet, CRBB. Ah, le CRBB, le c'est CRBB, vrai, qui doit venir ici. Voilà. Ouais. Qui va venir au Palio, et ce sera peut-être un match décisif. Alors, Raphaël Dubourg, il est 18h39 et Claude Bergeau est notre invité. Il ne faut pas le dire aux joueurs, mais vendredi soir, Nianta Diarra a dit en conférence de presse, on est gourmand. Du coup, qu'est-ce que vous leur dites ? Les joueurs, il faut leur laisser vivre leur vie, c'est ce qu'on appelle le vestiaire. C'est-à-dire que eux, ils ont leur discours, le dialogue interne d'une personne, c'est le dialogue interne qui peut se passer. Ça, c'est leur ambition propre. Nous sommes là pour leur rappeler les fondamentaux de départ. Parce que trop s'emballer et puis partir dans une spirale négative parce qu'on n'a pas accroché un objectif virtuel que l'on s'est construit dans le vestiaire, ce sont des choses dangereuses. C'est l'expérience qui le dit. Souvent, quand on est parti sur un Graal inatteignable, un objectif inatteignable, on en oublie les bases pour lesquelles nous avons composé une équipe. C'était se maintenir. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'ambition, parce que la modestie et l'humilité n'altèrent pas l'ambition. Mais le match d'Antibes, par exemple, il a été joué à ce titre-là, pas pour la Leaders Cup. Mettre Antibes à 5 matchs derrière, plus un goal average, et les recevoir à domicile, si on fait pareil à Cholet, j'allais vous dire, avec un peu d'optimisme, la cause est entendue sur l'objectif. Voilà. Le maintien se jouera à combien de victoires, Claude ? Cette année, c'est compliqué encore à dire, mais tels qu'ils sont partis avec 2 victoires, il y en a 2, enfin il y en a un qui est passé à 3 victoires sur le week-end. Imaginez qu'il y a 12, ça veut dire qu'il faut qu'ils gagnent plus d'un match sur 2. C'est compliqué après. Ce sera très compliqué. Est-ce que dans votre rôle de directeur sportif, vous avez le temps de regarder les espoirs, de regarder les équipes qui sont en dessous ? Regarder des matchs ? Oui, des matchs. Beaucoup de... Ouais. Oui, bon, tout ce qui passe à la télévision, parce qu'on a la chance d'avoir... Non, je voulais dire, non, au sein du Boulazac Basket Dordogne, est-ce que vous avez le temps de vous pencher sur le jeu pratiqué par les hommes de Bertrand Parvaux, qui coachent les espoirs ? Tout à fait. Est-ce que vous avez le temps de voir les autres éducateurs du club ? Alors, nous avons une réunion qui a lieu le mardi matin. Tous les mardis matins, nous avons une réunion technique avec le centre de formation, les U18, les U17 et les U15. Et effectivement, on parle de la formation du joueur.
On parle de leurs problèmes inhérents à leur équipe, directe, mais on parle surtout d'une formation fondamentale. Voilà, quand on attaque une zone, on n'attaque pas une zone parce qu'on est au BBD. C'est travailler principalement sur les fondamentaux pour qu'on puisse répondre à la formation du joueur. Le joueur qu'on veut en bout de chaîne au BBD, parce que ils ont les objectifs qui ont été fixés pour les éducateurs, c'est dans les 2-3 ans, je souhaite que nous ayons 60% des joueurs qui sont en espoir qui ont été formés au BBD. Et si possible, des joueurs de la proche Nouvelle-Aquitaine, ou Nouvelle-Aquitaine ou proche Nouvelle-Aquitaine. On veut éviter d'aller faire des recrutements trop loin pour déraciner des garçons qui n'ont peut-être pas le potentiel pour vivre de cette formation et de leur sport. Donc on voudrait resserrer un petit peu le recrutement. Est-ce qu'il est possible en basket de mettre en place une identité de jeu ? Oui, complètement. Quand on regarde jouer les centres de formation de Bourg-en-Bresse, celui du Mans, ils ont une vraie identité de jeu identifiée à leur équipe. Ça ne s'est pas fait en un tour de cuillère à peau, ni en une année, ni en 2 années. Donc c'est un travail de longue haleine fait avec un entraîneur et avec une volonté en haut de pratiquer un jeu identifié à un club. Donc c'est effectivement possible. Raphaël Dubourg. Est-ce qu'il y a un club, justement, qui est un peu un modèle à suivre, selon vous, sur la formation, sur la mise en avant des jeunes joueurs, où Boulazac pourrait s'inspirer ? C'est très compliqué parce que les modèles que nous avons, nous n'avons pas les moyens pour s'identifier à ces modèles-là, parce qu'il y a une grande disparité budgétaire entre certains clubs qui font une belle formation et les moyens que nous avons pour pouvoir faire de même. Donc on doit, c'était aussi un sujet que nous avions, vraiment identifier, déterminer l'objectif du centre de formation qu'il y aura dès le mois d'août, quel type de formation nous allons faire. Mais à la fois dans la volonté de dire nous allons amener des joueurs pour l'équipe professionnelle ou pas. Parce que certains clubs ont été très très clairs. Je prends l'exemple de Villeurbanne par exemple. À Villeurbanne, ils vont jouer l'Euroleague. Comment peut-on imaginer qu'ils vont former des joueurs professionnels, des joueurs pour être professionnels, qui à 21 ans pourront jouer l'Euroleague ? Il n'y en aura pas. Donc ils vont avoir des joueurs qu'ils formeront pour être prêtés dans des clubs et qui reviendront après bonifiés pour pouvoir ensuite éventuellement jouer l'Euroleague. Voilà leur stratégie. Nous, on n'a pas les moyens de prendre des joueurs, de les prêter et continuer à payer leur salaire, parce que nous avons des budgets à garder pour monter notre équipe notre équipe professionnelle. Donc on va faire un choix, parce que l'identité, c'est quelque chose que l'on revendique. L'identité BBD, l'identité de notre club. Ne doit-on pas se rapprocher peut-être de petits potentiels qui deviendront grands potentiels pour les divisions fédérales, au plan local? Il nous reste quelques secondes, Claude Bergeau. Samedi, Boulazac reçoit les Metropolitans de Levallois. Vous allez retrouver Frédéric Fautou, que vous connaissez par cœur. Et il y a 2 joueurs d'exception dans cette équipe. De Levallois, au moins 2. Lukic, le Croate. Oui. Ouais. Wright, qui a fait 250 matchs à NBA, c'est ça à peu près? Oui. Ouais. Moi, je vois bien Yarou aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Je dis, on va s'arrêter à 2. Ouais, voilà. Non, ils ont effectivement le patron, c'est Wright, c'est évident. Leur poste 4. Ils ont quand même une force extérieure intéressante parce que Travis Leslie, qui est chez nous cette année, a été remplacé par leur ailier. C'est Johnson, si je ne m'abuse, qui est un garçon avec beaucoup de talent. Alors quand Lukic ne mange pas trop le ballon, ce sont les ailes qui en bénéficient. Rappelez-vous, l'année dernière, les jeunes nous ont fait mal, les jeunes de Levallois. Donc il va y avoir un match énorme par rapport à une équipe qui est seconde du classement quand même, juste derrière Villeurbanne. Ils sont dans le troupeau là. Voilà. On aura la présence de Freddy Vnagel. L'historique Freddy Vnagel. Alors, ça parle pas évidemment aux gens du basket, mais moi ça me parle. Bien sûr, l'ancienne génération. Mais pour les plus jeunes, il a été en son temps le meilleur meneur d'Europe. Ouais. Et il était dans les 5 meilleurs joueurs. Il a été élu dans le 5 européen dans les années 80 et début des années 90.
Merci Claude, il est 18h46, on va retrouver Isabelle Carle. Merci beaucoup d'être venu, on aura l'occasion de vous retrouver évidemment dans le troisième mi-temps d'ici la fin de la saison et pour parler du BBD. Merci Jessica Fiscal, merci Raphaël Dubourg. Et alors voyez Isabelle Carle, samedi soir, si vous le pouvez, 20h au Palio, faites le déplacement, franchement. Bien sûr c'est à suivre sur France Bleu Périgord, mais allez au Palio parce que vous verrez ces deux joueurs-là, c'est franchement des joueurs formidables au Kitchen Right. Je vous fais confiance. Merci Xavier Dalmont. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était troisième mi-temps. France Bleu Périgord.